Alors aujourd'hui, nous allons faire un grand saut historique, puisqu'on va se retrouver au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, donc en Occident, puisque il y a le siècle des Lumières avec le XVIIIe, mais le XIXe, bien sûr, ça va être le siècle de l'industrialisation, hein, en Angleterre d'abord, en France, enfin dans toute l'Europe, et ce grand mouvement va évidemment avoir pour conséquence un certain nombre de révolutions politiques, de révolutions sociales, et le 19e va beaucoup s'interroger sur la notion de progrès, hein, qui apparaît évidemment déjà au 18e. On s'interroge sur la notion de progrès, sur qu'est-ce qui fait le bonheur de l'être humain, sur le rôle de l'État. Enfin bon, donc le 19e, c'est pas simplement l'époque du romantisme, ce qu'il est aussi, mais vraiment le siècle des grandes révolutions et des grands questionnements. Et donc, on va trouver dans ce siècle un certain nombre de philosophes qui vont s'élever de manière assez radicale, ici, contre les effets pervers, les effets humains pervers des transformations, des révolutions brutales que cette industrialisation va entraîner. Donc, à l'inverse de ceux qui continuent vraiment à louer le progrès, ils ne vont pas hésiter à poser un certain nombre de questions, notamment l'entrée des sociétés dans un monde moderne doit-elle se faire à ce prix-là, c'est-à-dire au prix de la perte de liberté de beaucoup d'ouvriers, de beaucoup de mineurs, de beaucoup d'êtres humains. Et posant ces questions, ils vont proposer des alternatives. Et ces alternatives, vous allez voir, c'est de fait de retrouver une harmonie avec la nature. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est quand même en plein dedans, hein. Donc pour montrer que bon, comme on dit parfois, rien de nouveau sous le soleil, mais en même temps tout est nouveau parce que évidemment les choses ont changé depuis le 18e et le 19e, mais donc l'harmonie ou le contact, le lien avec la nature, de retrouver confiance dans le potentiel de l'individu, et pas simplement de l'institution sociale. Alors parfois il y a une sorte de nostalgie aussi d'un passé, notamment d'un passé agraire des sociétés qui est un peu idéalisé, un petit peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, hein, dans ce retour à la campagne où on voit des images totalement idylliques. Et on voit que ces personnes n'ont jamais vécu à la campagne ou n'ont jamais travaillé la terre. C'est pas pour casser ce mouvement qui est profond et qui est authentique, mais il y a parfois une idéalisation de la vie à la nature qui existe déjà, hein, au 19e. Et puis, ça remet en cause aussi la violence des sociétés de l'époque. Il suffit de lire les romans de Zola, on avait vu certains, Germinal, Laqueré, enfin, pour montrer que ce processus d'industrialisation, on n'est pas encore dans la mondialisation, mais ce processus d'industrialisation est quand même un processus très violent pour une grande partie des peuples. Donc là aussi j'ai fait un choix, hein, comme j'avais fait le choix de Socrate, Diogène, Épicure et Sénèque, j'ai fait le choix de 4 représentants, sachant que là non plus c'est pas exhaustif, mais ils vont avoir une grande sphère d'influence, notamment aujourd'hui où on les redécouvre. Donc ce choix s'est porté autour de Rousseau, qu'on connaît, hein, Jean-Jacques, mais donc on va redécouvrir un petit peu. Un Américain, David Henry Thoreau, hein, en français on dit Thoreau, hein, T-H-O-R-E-A-U, qui avec Emerson, Ralph Waldo Emerson, a créé ce qu'on appelle aux États-Unis le mouvement transcendentaliste,
qui est très peu connu en Europe, mais qui est intéressant. Et donc on va voir un peu le questionnement et la posture de Thoreau, dont les jeunes aujourd'hui font une sorte d'icône. Hein, il redevient vraiment sur le devant de la scène. J'ai choisi Tolstoï, parce que Tolstoï, je trouve que c'est un parcours intéressant. Au-delà de ses romans, évidemment, Guerre et paix, Anna Karénine, bon, il a écrit des ouvrages très engagés hein, au niveau politique, et il a un parcours que je trouve intéressant. Et puis, on finira par Gandhi, qu'on avait déjà évoqué l'année dernière. Gandhi, pas simplement avec la notion de non-violence ou de désobéissance civile, mais avec un certain nombre de concepts qu'il a développés et qui sont vraiment intéressants. Voilà, donc, qu'est-ce que ces penseurs ont développé comme vision? Ils n'ont jamais voulu faire école, mais il n'empêche que ils ont fait quand même, ils ont créé hein, des courants, et ils sont influents, plus qu'on ne le pense aujourd'hui, dans un certain nombre de réflexions actuelles, d'un certain nombre de mouvements. Je pense à, évidemment, celui dont on parle le plus, qui est Extinction Rébellion, qui s'est beaucoup développé en Angleterre, qui reprend pas mal d'éléments de la désobéissance civile. Si on peut fermer la porte, parce que sinon ça ne sert à rien de mettre la clim. Voilà, merci. Voilà, donc voilà le programme. Rousseau, Thoreau, Tolstoï et Gandhi. Alors, on va commencer par Rousseau. Alors, Rousseau, nous sommes en plein 18e. Hein. Et ce qui est intéressant avec Rousseau, c'est qu'il est l'un des tout premiers, à dénoncer les dangers de la société des Lumières, hein, dite des Lumières, et avec notamment cette confiance qu'il juge vraiment excessive, placée dans les sciences et dans les arts. Alors, ce n'est pas le principe des sciences ou des arts qui le gêne, mais les conséquences que peuvent avoir ces activités sur l'homme. Et il constate que ce qui était censé amener le bonheur et surtout les vertus morales par les sciences et les arts, en fait, c'est un échec, puisqu'il présente le sujet plutôt comme une tragédie, et il se rend compte que le savoir, le fait d'avoir de plus en plus de savoir ou de développer des disciplines artistiques, finalement, ne perfectionne pas, n'améliore pas l'être humain. Alors, il va faire une conclusion là-dessus qui est assez radicale. Il dit « Les sciences et les arts ne sont que des armes funestes, dont les progrès n'ont eu pour effet que de rompre l'harmonie de l'homme avec la nature. » Voilà. Donc Rousseau va être un des premiers à dire voilà, l'homme a détruit le contact, le lien avec la nature, la vie en société, et notamment la vie citadine, a rompu ce lien, il faut absolument y revenir. Et pour lui, c'est la voie royale pour ce qu'il appelle la félicité, le bonheur. Et donc, c'est ce qu'il va développer, notamment dans son ouvrage « Les rêveries d'un promeneur solitaire ». Rêverie d'un promeneur solitaire, avec un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver notamment chez Thoreau, qui n'est pas exempte d'une certaine misanthropie, disons. C'est quelque chose qui est propre à chacun, que je souligne un peu parce que ça, c'était pas forcément le cas de nos philosophes antiques. Hein. Mais là, on connaît la sensibilité quand même assez exacerbée de Rousseau, Thoreau qui est aussi un peu en conflit, et donc le fait de se retrouver seul dans la nature, c'est aussi, c'est la nature, mais c'est aussi parce qu'on
on est tranquille, hein, on est embêté par personne qui vous réclame par exemple vos impôts, hein, comme le cas de Thoreau, pas de Rousseau mais de Thoreau. Alors, donc Rousseau, il va prôner un certain retour sur soi. Alors, pourquoi dit-il que la vie en société n'est bonne qu'à nous désespérer, hein? En fait, il va publier en 1750 son fameux discours sur les sciences et les arts. Et très paradoxalement, c'est ce qui lui ouvre le chemin de la notoriété, de la renommée, voire de la gloire. Et c'est paradoxal parce que il y pourfend la mondanité, hein, comme vraiment une perversion sociale. Alors, pourquoi il écrit ce discours? En fait, il répond à un sujet de concours de l'Académie de Dijon, hein, pas de Paris, mais de Dijon. Et la question de cette Académie de Dijon, elle est si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Donc la question, elle est très précise, hein. C'est pour ça qu'il va se focaliser sur le rétablissement des sciences et des arts, parce que c'est la question posée, la question du concours, et il répond résolument non, ce qui lui vaut d'obtenir le prix. Et pourquoi a-t-il fait ça? C'est un peu sur les conseils de son ami de l'époque, qui est Diderot. C'est Diderot qui lui conseille de répondre au concours, et bon, il a eu une bonne idée, puisque ça va le faire connaître. Donc, qu'est-ce qu'il fait Rousseau? Il profite de ce concours et de ce texte qu'il doit écrire pour prendre tout à fait le contre-pied de siècle des Lumières, en tout cas de ceux qui glorifient le savoir, le progrès, comme des outils de libération de l'homme. Il faut se remettre dans le contexte, on sort de l'époque médiévale, on sort de la Renaissance, bon, il y a un processus accéléré d'industrialisation, donc la notion du progrès, hein, demain sera toujours meilleur, puisque le fait d'être demain, de facto, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi ça, le siècle des Lumières, même si Kant, qui a inventé la notion de lumière, lui, il parlait vraiment d'une libération presque spirituelle, intérieure de l'homme, mais ça n'a pas toujours été compris comme ça. Un progrès, donc matériel, et qui va libérer, qui va libérer l'humanité tout entière. Et donc Rousseau est un des premiers à être un peu rabat-joie, et à dire non, pas forcément, hein, par rapport à la pensée dominante. Et c'est pour ça qu'il explique dans ce discours que la bonté, la simplicité naturelle de l'homme, hein, la simplicité naturelle de l'homme et sa bonté naturelle ont été corrompues par les artifices du progrès, et que ça a provoqué aussi le déclin des vertus. Donc pour lui, on n'est pas du tout dans une humanité qui est en train de s'accomplir, enfin de se libérer, mais au contraire de devenir de plus en plus dépravé. Hein, il dit la nature de l'homme c'est d'être libre, et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il est partout dans les fers. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'il va s'intéresser à l'éducation, et là aussi, il va être le premier à considérer l'enfant pas comme un être vil et maudit qu'il faut absolument dresser ou redresser, hein, même parfois à coup de châtiment corporel, hein, parce qu'à l'époque, c'était quand même monnaie courante, mais qu'un enfant, c'est d'abord une nature bonne, simple, généreuse, qu'il va falloir... aider à se développer, hein, d'où ces concepts sur l'éducation bien connus. Donc, la civilisation, pour Rousseau, elle se confond avec le règne artificiel des salons, une politesse ou une courtoisie qu'il juge aussi totalement artificielle, contraire à l'instinct. Alors,
ne faut pas tomber dans le piège aussi qui a fait qu'on l'a associé à la notion de bon sauvage, hein, qui est un peu une caricature de Rousseau, mais il y a quand même un peu de ça. Donc, tant que l'homme est en contact avec la nature et loin donc des artifices de la société, bon, il est vertueux et il peut exprimer sa bonté naturelle. Donc, il faut faire un retour à la pureté du cœur, à l'amitié honnête. Il dit « Sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie. On n'ose plus paraître ce que l'on est. » Bon, là, on a évidemment l'expression d'une nature musicienne, hein, puisque Rousseau est aussi d'abord un musicien, d'une sensibilité artistique qui n'arrive pas vraiment à s'exprimer et dont un certain nombre de gens aussi se moquent. Vous savez qu'il a été quand même très moqué de son vivant, notamment par un certain Voltaire, qui n'était pas tendre. Alors, simplement un tout petit extrait de justement ce discours sur les sciences et les arts, bon, qui est un exercice un peu scolaire, mais où il exprime pas mal de choses intéressantes. Voilà ce qu'il dit. « Qu'il serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l'image des dispositions du cœur. La parure n'est pas moins étrangère à la vertu qui est la force et la vigueur de l'âme. L'homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu. Il méprise tous ces vils ornements qui gêneraient l'usage de ses forces et dont la plupart n'ont été inventés que pour cacher quelques difformités. Avant que l'art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté, nos mœurs étaient rustiques, mais naturelles. » Donc il y a toujours l'opposition de la nature et de la culture, hein, cette fameuse opposition nature-société. Et la différence des procédés annonçait au premier coup d'œil celle des caractères. La nature humaine, au fond, n'était pas meilleure. Hein, donc là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'idéalisation non plus de l'homme qui vivait au néolithique. La nature n'était pas meilleure. Mais les hommes trouvaient leur sécurité dans la facilité de se pénétrer réciproquement, et cet avantage, dont nous ne sentons plus le prix, leur épargnait bien des vices. Bon, c'est direct, oui. Aujourd'hui, que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit l'art de plaire en principe, il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse uniformité. Et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule. 1750. Plus d'amitié sincère, plus d'estime réelle, plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle. Bon, il n'y a pas plus clair hein, par rapport au fait de fustiger ce mode de vie des Lumières. Évidemment, les Lumières, c'est pas que ça, mais voilà, c'est l'angle hein, que Rousseau va prendre. Donc, vous voyez, la sincérité, la sincérité, la simplicité, c'est ce qui est menacé par le monde moderne. Et donc, il va décrire plus tard ce que peut être un bonheur essentiellement centré sur les aspirations intérieures de l'homme. C'est ce qu'il va expliquer dans la Nouvelle Héloïse, en 1761, et surtout dans les rêveries d'un promeneur solitaire. C'est son dernier ouvrage, rédigé entre 1776 et 1778, on approche de la Révolution, et qui a été publié en fait de manière posthume en 1782, Rêverie d'un promeneur solitaire. Et ce texte vraiment plaide pour une solitude revendiquée, c'est-à-dire c'est pas une solitude subie, c'est une solitude choisie, revendiquée,
avec ce fameux retour à soi, retour sur soi. Il y met en scène le plaisir d'une pure harmonie avec la nature, d'un instant vécu pleinement. Alors c'est vraiment voilà, ce qui revient aujourd'hui un peu en force, harmonie avec la nature, un instant, enfin le plaisir de l'instant, hein, un plaisir voilà, immédiat, vécu pleinement, un plaisir qui se place en marge d'une vie agitée. Donc là, il y a vraiment vie citadine, vie de, voilà, de choses artificielles. Ah, j'ai oublié de dire. Et vie, donc vie citadine et vie dans la nature. Donc, c'est vrai qu'il considère la société, enfin il la ressent comme une société un peu hostile, et il va vivre pendant 6 semaines sur une île, hein, sur le lac de Brienne en Suisse. 6 semaines, c'est pas beaucoup, mais il va y vivre un bonheur parfait, dû entre autres à l'isolement, et il dit que l'oisiveté est vraiment un luxe, mais aussi la simplicité de ses habitudes, un chemin vers la félicité. Le paysage, la beauté des paysages, évidemment, participe aussi à cette méditation. On n'est pas au Luxembourg, on est en Suisse. C'est mieux. Il y a des lacs, il y a des montagnes, et il faut savoir que Taureau, lui, il va aussi se délecter au bord d'un étang, hein, le fameux étang à Walden. Donc, c'est aussi un peu fuir autrui pour découvrir ses trésors intérieurs, notamment les trésors de la mémoire, et c'est un peu une leçon de sagesse que Rousseau veut donner dans ses rêveries. Donc, la simplicité, chez lui, consiste à se délester aussi du poids des regards des autres. D'où l'intérêt de fuir dans la solitude pour s'absorber en soi-même. L'agitation de la vie parmi les hommes est l'ennemi. Donc, il va aussi, dans ses rêveries du promeneur solitaire, faire l'éloge, quelque chose qui revient aussi en force aujourd'hui, qui est l'éloge de la lenteur. De la lenteur. Face à la vie citadine, agitée, trépidante, hein, je ne sais pas ce qu'il dirait s'il revenait aujourd'hui, la lenteur. Du temps pris pour soi seul. C'est un luxe, hein, du temps pris pour soi, contre les dictates d'une société, du mouvement. Vous voyez, il est quand même pionnier, ce Rousseau. Et aujourd'hui, c'est un grand nombre de ces arguments qui sont repris, hein, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est une sensibilité, bien sûr, qui va inspirer le romantisme, bien entendu, mais aussi un certain nombre de penseurs au 19e, parce que lui, il est vraiment précurseur, parce que c'est jamais évident d'être contre un système dominant, et quand même, au siècle des Lumières, c'est une vision dominante que celle du progrès, hein, avec Auguste Comte aussi, hein, donc c'est pas évident. Après, il va inspirer beaucoup de penseurs au 19e, et au 19e, bien sûr, ces dénonciations de la société moderne se font plus fortes parce qu'on en voit aussi plus concrètement les effets, hein, et les effets souvent dévastateurs. C'est quoi ces effets dévastateurs au 19e? C'est déjà l'exode rural, hein, le déplacement brutal quand même de population des campagnes vers les villes, la naissance des grandes villes, l'industrialisation à outrance et un nombre grandissant de gens qui vivent dans une misère physique, matérielle, mais aussi une misère morale tout à fait incroyable. Hein. C'est ce que vont dénoncer les Balzac et les Zola, évidemment, Flaubert aussi, enfin, disons tous nos grands écrivains. Donc, au XIXe siècle, il va y avoir un retentissement encore plus grand donné à ce type de critique. Alors, bien sûr, il va y avoir, c'est le siècle de toutes les solutions
collectives qui vont être proposées, socialistes, communistes, enfin, toutes les idéologies qui vont se développer à ce moment-là, mais il y a d'autres penseurs, qui sont ceux que j'ai choisis, qui vont être plus en marge de ces grandes idéologies collectives et qui vont proposer d'autres alternatives. Voilà. Alors, bon, je ne m'étends pas plus sur Rousseau, mais si vous avez l'occasion de lire ou relire Les rêveries d'un promeneur solitaire, bon, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'arguments, vous verrez, qui sont tout à fait d'actualité et qui vont le rester, je pense, une partie du XXIe siècle. Alors, un qui va pousser ces arguments jusqu'au bout, c'est justement le fameux Henri David Thoreau. Henri David Thoreau. Alors, les dates de Thoreau, c'est 1817, 1862. Il va mourir jeune. Et c'est le disciple de celui qui sera un peu son mentor, qui est Emerson. Ralph Waldo Emerson. Et à eux deux, donc, ils vont développer ce qu'on appelle le transcendantalisme aux États-Unis, qui est un peu une variante du romantisme européen, et qui surtout veut donner une notion très positive et très confiante de l'individu. Qu'il considère broyé par les idéologies naissantes, mais aussi par les superstitions religieuses. Donc, ce Thoreau, il est très connu aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est adulé par un grand nombre de jeunes, de nouvelles générations qui ont comme livre de chevet Walden ou La vie dans les bois, qui est le récit de sa retraite qu'il va faire donc dans sa cabane qu'il va construire lui-même, et retraite qui va durer 2 ans et 2 mois, donc c'est pas non plus c'est pas la retraite tibétaine des 3 ans, 3 mois, 3 jours, mais c'est 2 ans, bon, mais qui va le faire beaucoup réfléchir et créer vraiment un mouvement. Indiscutablement, il va créer un courant. Donc il décide de mettre sa propre existence à l'épreuve, il va radicaliser les propositions de Rousseau. C'est pour ça que je le mets après, parce qu'il va beaucoup s'inspirer de Rousseau. Et c'est pas les 6 semaines au bord du lac, là c'est carrément 2 ans, mais avec une vie beaucoup plus évidemment austère que celle de Rousseau, puisque il va limiter, dire un petit peu, son quotidien vraiment au strict minimum, et surtout en cherchant à être totalement autosuffisant pour ses vêtements, pour sa nourriture, pour tout. Et donc il va construire sa cabane, il va cultiver ses haricots, il va se baigner tous les matins dans l'étang. Bon. Alors, il y a aussi un peu une légende de Thoreau qui s'est créée, là aussi du misanthrope. Bon, en fait non, puisque dans sa cabane, il recevait quand même ses amis. Donc il continuait à avoir une vie sociale, mais extrêmement choisie. Bon. Donc, il considère, Thoreau, que toutes les injonctions du monde moderne, et notamment les injonctions de consommation, ne sont que des entraves à l'élévation de l'humanité. Donc là, il va peut-être un tout petit peu plus loin que Rousseau. C'est pas simplement que tout ça pervertit l'homme, enfin c'est un peu la même chose, mais il dit, voilà, ça l'empêche de s'élever. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il est en rupture par rapport à ce mode de vie,
et il décide de vivre isolé dans une cabane au fond des bois, dans les forêts du Massachusetts. Et c'est cette expérience qu'il relate dans Walden, ou La vie dans les bois. Aussi un livre à lire, qui est publié en 1854. Et Walden, W-A-L-D-E-N, Walden, c'est le nom du lieu, de l'étang, ou La vie dans les bois. C'est un étang, un lac, oui. Voilà. Walden ou La vie dans les bois. Et donc, ce retour à la nature, et surtout basé sur l'autarcie, l'autosuffisance, va être le fondement d'un nouveau projet existentiel qui va beaucoup marquer les esprits. Il dit « Le travailleur n'a pas le temps d'être autre chose qu'une machine. » Et donc, l'homme doit se réconcilier, là encore, avec la nature pour éprouver en son corps, en son âme, ce qu'est la vraie richesse de la vie. Il dit aussi « J'étais riche, sinon d'argent, du moins d'heures ensoleillées. » Alors ça, c'est une phrase qui est reprise aujourd'hui lors de ces 2 ans dans la cabane. « J'étais riche, sinon d'argent, du moins d'heures ensoleillées. » D'heures ensoleillées, c'est-à-dire de pouvoir profiter d'une certaine oisiveté, à part la culture de ces haricots. La phrase « J'étais riche, sinon d'argent, du moins d'heures ensoleillées ». C'est une phrase reprise aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire, bon, pas besoin d'argent, ou à la limite on fait du troc ou une monnaie locale, et par contre on profite de la nature et de ses bienfaits. Donc il va expliquer aussi que la grande majorité des hommes mènent une vie de tranquille désespoir. Et pour échapper à cette détresse, il faut se dégager de l'emprise de la société, se libérer de la soumission au travail, et surtout de l'accumulation de biens inutiles. Vous voyez, comme 1850, c'est totalement comme quoi les idées n'appartiennent à personne, elles vont, viennent et reviennent, évidemment dans des contextes différents. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, le contexte, il est autre par rapport à la mondialisation et à l'emprise de pas mal d'engeance, mais disons sur le fond, il y a quand même beaucoup de choses aussi assez semblables. Donc, apprendre à vivre avec un minimum de moyens en ne travaillant que le strict minimum. À chaque homme ses besoins qui ne sont pas forcément ceux d'autrui. Donc c'est à chacun aussi de bien se connaître ses besoins pour les satisfaire au minimum. Alors, lui, il va pousser quand même l'expérience assez loin. Je vous avais dit, même par rapport aux vêtements, voilà, un seul vêtement qu'on garde, qu'on lave pas trop, parce qu'en fait, il explique que le vêtement se fait à soi, à son corps, et donc plus on le porte sans le laver, mieux on se sent. Bon, là, on va pas forcément le suivre. Jusque-là, ses amis, je sais pas comment ils réagissaient. Donc, mais bon, disons qu'il pousse le bouchon un peu loin, mais c'est pas inintéressant. Alors voilà ce qu'il dit dans un petit extrait de Walden. La plupart des hommes, même en ce pays relativement libre, on est aux États-Unis, par simple ignorance et erreur, sont si occupés par des soucis factices et de grossiers travaux superflus de la vie que ces fruits les plus magnifiques ne peuvent pas être cueillis par eux. Leurs doigts, après un labeur trop excessif, sont trop maladroits et tremblent trop pour cela.
Le travailleur n'a pas le loisir d'une vraie intégrité jour après jour. Il ne peut pas se permettre d'entretenir les relations les plus humaines avec les hommes. Son travail perdrait de sa valeur sur le marché. Il n'a pas de temps pour être quoi que ce soit d'autre qu'une machine. Bon, ça fait penser à Charlie Chaplin, les temps modernes. Bon. La plupart des luxes et beaucoup de ce qu'on appelle les conforts de la vie ne sont pas seulement non indispensables, mais constituent de véritables entraves à l'élévation de l'humanité. Avec respect pour les luxes et les conforts, les hommes sages ont toujours vécu une vie plus simple et frugale que les pauvres. Les anciens philosophes, chinois, hindous, perses et grecs, étaient une classe de gens dont personne n'était plus pauvre de richesses extérieures et personne n'était plus riche de celles intérieures. Donc, opposition, richesse extérieure, richesse intérieure. Là, on retrouve des arguments, vous avez expliqué, même par rapport à Sénèque, à qui on a reproché souvent d'être riche et de prôner la pauvreté. Il disait, mais c'est pas un problème si on est riche, mais si on est prêt à chaque instant à tout perdre. C'est-à-dire à le perdre, à son passé, et à ne pas être dépendant de cela. Donc, c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'aura pas de richesse extérieure que va de facto devenir riche intérieurement. Mais il met l'accent sur l'esclavage par rapport à ces richesses extérieures qui sont pour lui, pour la plupart, inutiles, en surabondance. Bon, aujourd'hui, oui, c'est 10 fois pire, et on est dans cette remise en cause. Pourtant, il est admirable de professer parce qu'il était autrefois admirable de vivre. Bon, donc, pourquoi travailler toujours à nous procurer davantage? Donc, vous voyez, là, il n'est pas dans une problématique de classe, du prolétariat contre la bourgeoisie, où il faudrait que le prolétariat ait autant de biens que les bourgeois pour... bon, c'est pas du tout la dialectique marxiste que Thoreau... c'est une solitaire qui l'emporte. Alors là, c'est bon, l'expérience solitaire des 2 ans. Lui, il n'est pas pour le fait forcément de détruire la société, de vivre dans la solitude, mais il est vraiment à contre-courant de cette idéologie du progrès. Cette idéologie du progrès qu'a aussi développé Marx, puisqu'en fait, quand même, la dictature du prolétariat, c'est bien pour permettre à ceux qui n'avaient pas d'avoir ces richesses. Et bon, c'est aussi dialectique. Finalement, elle amène toujours à l'esclavage. Pas des mêmes, mais de certains sur les autres. Parfois, c'est souvent les mêmes. Ça dépend des systèmes de gouvernance. Mais lui, il n'est pas dans cette... c'est pour ça que il a du succès. Enfin, il revient sur le devant de la scène aujourd'hui, où aujourd'hui, il y a quand même le constat des échecs des idéologies du XXe siècle, et donc il faut imaginer autre chose. Que ça ne sera pas ni l'ultracapitalisme, ni l'ultracommunisme, socialisme, c'est autre chose qu'il nous faut, et c'est pour ça qu'il est relu vraiment aujourd'hui, parce que ça donne des pistes de réflexion. En quoi les philosophes peuvent-ils influencer notre direction de société? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est récurrent. Les questions se posent de façon éternelle. Oui. Et donc, la philosophie en tant que telle, peut-elle influencer un jour ou est-elle encore capable de le faire ou pas?
Moi je crois, sinon je ne ferai pas ce que je fais. Je ne suis pas une masochiste complète. Non, disons, les philosophes, ils ont de tout temps influencé, évidemment, ne serait-ce que par le fait de poser un certain nombre de questions, de permettre de prendre un peu de recul ou de hauteur et de proposer d'autres manières de voir. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas influencé, ils ont totalement influencé la vie des sociétés. Et aujourd'hui, je crois que bon, le statut de la philosophie, on peut en discuter, c'est évidemment, à chaque époque, c'est différent. Mais le fait de continuer à poser, c'est toujours les mêmes questions, hein, vous avez raison, hein, depuis 2500 ans, et peut-être même plus, c'est toujours les mêmes questions. Oui, Et... est-ce qu'il y a un pouvoir Mais bien sûr, mais bien sûr. au niveau même des instances de l'État? Ah, alors ça c'est autre chose. Mais un pouvoir, bien sûr. Alors, il ne faut surtout pas que le ministre de l'Éducation nationale soit un prof de philo, par exemple. Parce que je vise personne. Mais ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est catastrophe par rapport à l'État. Mais disons, bien sûr, parce que ça fait avancer, ça fait changer, c'est un ferment dans une société. Une société sans philosophe, j'ose même pas l'imaginer. C'est terrifiant. Hein? Que font les systèmes totalitaires? Les premières choses en général, les premières personnes qui sont exécutées, c'est ceux qui pensent. Bon, et au premier rang desquels, justement, les philosophes. Mais moi, j'ai une définition large du philosophe. C'est-à-dire, c'est pas simplement les professeurs de philosophie dans les universités. C'est ceux qui ont envie de vivre avec philosophie, comme on dit, mais toi t'es philosophe. Vivre avec philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, se poser un certain nombre de questions. Donc on dit, le philosophe il pose toujours des questions, il n'a pas de réponse. C'est faux, il y a des réponses. Simplement, les réponses elles évoluent avec les époques. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les questions sont toujours les mêmes et les réponses pas forcément. C'est-à-dire là, on ne peut pas copier ni ce que dit Rousseau, ni ce que dira même Tolstoï, tout ça. Les conditions sont différentes, mais les réflexions, la puissance de la réflexion, elle est là. Et bien sûr que ça peut faire changer les États. Ne serait-ce que pour éviter peut-être le retour de systèmes totalitaires, le retour de systèmes de soumission, enfin, de garder... Pour moi, l'enjeu essentiel de la philosophie, c'est de pouvoir garder son jugement, son discernement et un peu de liberté intérieure. On est soumis conditionné par plein de choses, mais on a toujours une marge de manœuvre. On peut toujours dire non, on peut toujours dire oui à certaines choses, non à d'autres. Et c'est ça, être philosophe. Et ça peut faire bouger, ça peut faire changer, ça peut faire prendre des nouvelles lois, de nouvelles décisions. Oui, contre cette emprise. Et déjà d'en prendre conscience. Alors, je crois qu'il y a André qui avait levé la main. Moi, madame, je ne fais pas de politique. On a un président qui a été proche de Paul Ricoeur. Voilà. Et qui a été admirateur de Paul Ricoeur et qui est rentré dans ce que je peux appeler le en même tantisme. C'est quand même important, quoi. Pour répondre à madame, il y a une certaine influence dans cette personne de la philosophie. Après, on est pour, on est contre, c'est un autre chose. Mais on la sent pas. Il s'est intéressé à ça. Oui, on la sent pas. C'est très difficile. C'est très difficile parce que. Il a été marqué par ça, profondément. Je crois que nos présidents, nos ministres ont très peu de marge de manœuvre, en fait. Moi, je crois beaucoup plus, enfin, là, je vous dis, c'est une opinion vraiment personnelle, hein. Je crois beaucoup plus à la puissance des mouvements associatifs, aujourd'hui des éco-villages, des solutions alternatives, que le rôle des chefs d'État et des ministres. Parce que comme ils doivent être élus, réélus, ils ont une marge de manœuvre à peu près égale à 0. Donc, moi j'adore Ricoeur, bien, mais il est incapable de mettre en place, il n'a pas le pouvoir.
Hein. Donc les États, ça dépend, hein, mais les systèmes de gouvernance, oui. Moi je crois au virus, mais au bon virus, hein, à la bonne bactérie, pas forcément des extrêmes altermondialistes, parce que là, on retombe parfois dans la violence et dans des extrémismes que je ne cautionne pas. Mais oui, de réfléchir, hein, comme le fait Rob Hopkins, par exemple, le mouvement de la transition, à d'autres manières de gouverner, à d'autres manières d'être, enfin, hein, tout ce mouvement de la transition, je trouve ça très intéressant. Et ça fait bouger les lignes. Les villes en transition, c'est des petites initiatives. Moi, je crois beaucoup plus aux petites initiatives locales, humaines, qu'aux grands systèmes idéologiques qui sont du siècle dernier. Oui, tu viens de parler de virus. Est-ce que tu ne penses pas qu'un des problèmes de la philosophie, pour pouvoir être utile dans une société, c'est qu'elle est très peu infectieuse? Il faudrait trouver un moyen de propager la philosophie beaucoup plus qu'elle se propage, l'aider à se propager, aider la diffusion. Oui, ben je crois, oui, bien sûr. On travaille entre eux, réfléchit entre eux avec de très petits nombres de gens qui travaillent la philosophie. Oui. Maintenant, ça serait très intéressant d'arriver à la diffuser. Oui, moi je crois que le mouvement est en marche. Il est en marche puisque pendant très longtemps, on a quand même cantonné la philosophie à l'étude de la philosophie dans les facs, dans les universités, et voilà, c'était ça la philo. Aujourd'hui, quand même, il y a un mouvement, je pense, qui ne va pas s'arrêter, où la philosophie, c'est un mode de vie, enfin, c'est une philosophie qui se vit au quotidien, et pas simplement de connaissances. Hein. Et il y a les expériences de philosophie hors des murs, hein, dans les prisons, dans les écoles, dans les quartiers. Bon, c'est un mouvement dont personne ne parle, mais qui existe. Hein, tu vois, même des expériences comme Sève, les ateliers philo pour les enfants. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Ça existe aujourd'hui, ça a un succès fou. On se heurte à quoi ? Au mastodonte, hein, comme disait au mammouth, hein, l'éducation nationale qui n'est pas encore ouverte à cela, mais ça va venir. Donc ça existe. Je crois qu'il y a des irrigations de la philosophie. Le magazine, Philosophie Magazine, qui aurait pensé qu'il allait tenir le coup? Il sort maintenant tous les mois. Il y a des entretiens avec des philosophes. Enfin, je crois que la philosophie dans la cité, c'est un mouvement voilà, qui est lancé et qui va se développer. Après, évidemment, c'est des toutes petites expériences, mais ça diffuse. Je pense que ça diffuse. Moi, je vois, quand Pierre Hadot a sorti son bouquin « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», ça a été un tollé général à l'université. On a dit, mais qui c'est ce prof qui nous fait croire que la philosophie grecque était un mode de vie avant d'être des connaissances, hein, ou un savoir théorique. Bon, maintenant, tout le monde dit, Hadot, c'est génial, parce que c'était effectivement ça. Donc, moi, je crois que ça va se développer. Il faut des relais. Voilà. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on a changé le but de la philosophie à un moment donné, entre la Renaissance et le 19e? C'est une longue évolution. Est-ce que ce n'est pas les philosophes eux-mêmes qui ont théorisé des systèmes? Là, ça serait très très long de répondre, mais grosso modo, on sait à quel point quand même toute la période médiévale où la philosophie devient la servante de la théologie, ça a été quand même une rupture énorme, c'est-à-dire que la philosophie a été discréditée et on a vu que c'était qu'une préparation à la théologie. Après, il y a eu la Renaissance, Bloom, un petit retour à l'Antiquité, mais qui a été plus influente dans le domaine artistique en fait que réellement philosophique. Et après, il y a Descartes. Il y a toute l'époque de Descartes, Spinoza, Leibniz, etc., où les philosophes, ce sont des scientifiques, il ne faut pas oublier. Qui fait de la philosophie? Descartes, Spinoza, Leibniz sont tous des mathématiciens, des physiciens, c'est des scientifiques.
Donc, bon, là, il y a déjà... Et c'est une période de grande découverte aussi scientifique. Mais c'est toujours en lien avec ce qui se passe dans la société. Et après, il y a Emmanuel Kant qui arrive, qui est professeur de philosophie à Königsberg. Il n'a pas quitté sa ville. Il a enseigné pendant 60 ans. Il a été il a été étudiant en philo. Ensuite, il a été prof de philo toute sa vie. Et ça, là, c'est une autre rupture. La philosophie devient un métier. Voilà, on est prof de philo dans une fac ou dans un lycée. Et donc, Kant, il n'a jamais dit que c'était un mode de vie. Donc, très fort au niveau de la pensée. Et après, ça se suit. C'est-à-dire, là, la philosophie devient... Il y a une rupture. Il y a une continuité, bien sûr, parce qu'il veut repenser tout, la métaphysique et tout ça, mais il y a une rupture. On ne demande plus aux philosophes d'être cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et c'est fini. Et après, ça va devenir la discipline intellectuelle par excellence, la connaissance pure, où le bac de philo, ça devient le truc, il faut surtout dire ce que le prof attend, avec le mythe de la note, soit 0, soit 20, en fonction de si ça plaît au correcteur ou pas, enfin des fantasmes, enfin, pas simplement, mais... Et ça devient une discipline théorique. Voilà, donc c'est tout un cheminement. Et avec les universités qui défendent bec et ongle cet enseignement élitiste. Et aujourd'hui, c'est pareil, enfin, peut-être un peu moins, mais quand on propose des ateliers philo pour les enfants, on a voilà, l'ADN de l'éducation nationale qui dit mais non, la philo c'est en terminale et point final. Et c'est déjà bien en France d'avoir un enseignement de philo en terminale. Simplement c'est pas le bon âge. Il y a le bac à la fin, donc de toute façon ça biaise complètement l'enseignement de philo qui n'est pas là pour faire réfléchir les ados, mais pour leur bourrer, enfin quand même pour faire du bachotage, hein, ce qui est, bon, voilà. Donc on a faux sur pas mal de choses, mais ça bouge, moi je crois que ça bouge. Simplement c'est des petites, ça diffuse. C'est invisible encore. C'est visible. Si, c'est visible, mais c'est déjà en 30-40 ans, je vois vraiment une vague de fond, j'espère, je pense. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est un combat. Hein. Un combat. Bon. Tout ça nous a éloignés de Henry David Thoreau. Alors, avant de faire quand même la pause, deux, trois choses quand même sur encore Thoreau. Il est en fait le premier à attaquer la consommation de masse. Aujourd'hui, hein, avec Amazon, Alibaba et les autres, la consommation de masse, on sait ce que c'est. Petite parenthèse, j'ai vu l'autre jour un reportage sur les entrepôts d'Alibaba. Vous connaissez Alibaba? Oui. Alors, si vous voulez vous dégoûter, mais vraiment, je pense de manière définitive, regardez les entrepôts, les stockages, hein, les stocks d'Alibaba, où il est dit clairement que 95% des objets, de toute façon, sont superflus. Enfin, vont aller à la casse au bout de quelques jours, Enfin, bon. Donc, bon, ça c'est la petite parenthèse actuelle. Bon, pour Amazon, c'est des tailles beaucoup moindres. Mais Alibaba, c'est impressionnant. Hein. Les Chinois, ils arrivent à faire des trucs impressionnants. Alors c'est vrai qu'après, avant d'acheter quelque chose, vous réfléchissez vraiment à deux fois si vraiment c'est utile. Bon, alors, donc, Thoreau, il avait la vision donc d'attaquer cette consommation de masse. Une société fondée sur des désirs imposés. C'est un peu ce que va dire aussi Girard, hein, avec le mimétisme. C'est-à-dire qu'on achète, pas tellement parce qu'on a besoin, mais parce que le voisin a le même bien. Hein. La publicité, elle joue à fond là-dessus. Hein. Si l'autre a une belle voiture, pourquoi pas moi?
Et donc il va se décrire dans Walden en train de sarcler les haricots, l'autosubsistance, qui revient beaucoup aujourd'hui, clé de son indépendance. On ne doit dépendre de personne, ni pour son logement, ni pour son habillement, donc c'est comme ce que fera Gandhi plus tard, à tisser lui-même ses vêtements pour aliéner personne et pour ne dépendre de personne. Habiter le présent, il dit le matin c'est quand je m'éveille et qu'une aube est en moi. Alors tout ça est un peu romantique aussi, hein, et spirituel, puisqu'il va puiser dans des disciplines et des textes orientaux, notamment la Bhagavad Gita, mais aussi des sagesses grecques antiques. Et là, il va aussi faire référence, sans forcément les citer, mais à ceux dont on a parlé la semaine dernière, Socrate, Diogène, etc. Il reprend à son compte l'enseignement de Socrate. Il dit « Être un philosophe, ce n'est pas seulement avoir des pensées subtiles, pas même fonder une école, mais plutôt avoir l'amour de la sagesse, pour vivre selon ses préceptes une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. C'est résoudre certains des problèmes de la vie, non seulement en théorie, mais en pratique. » Et donc il va écrire ce journal qui va donner l'ouvrage, Walden, et sur les conseils de son ami Emerson, justement, qui lui dit « mais écris ton journal ». Alors, il y a un deuxième volet dans l'œuvre et la pensée de Thoreau, outre ce qu'on vient de voir, c'est cette fameuse notion de désobéissance civile, puisque il critique la société de consommation, mais il critique aussi la violence que cette société est en train d'engendrer. Donc pour lui, la diffusion du progrès que cautionne l'État est par définition violente. D'où la notion de désobéissance civile qui pour lui s'impose, c'est-à-dire pourquoi payer des impôts à un État qui maintient l'esclavage, c'est-à-dire un État qui profite de l'esclavage des ouvriers, des paysans et tout ça, ou engage une guerre impérialiste. Et donc, par exemple, il va refuser de payer ses impôts, puisqu'il considère que l'État n'est pas crédible, en tout cas cautionne une violence avec laquelle il n'est pas d'accord. Bon, il va passer un jour en prison, hein, c'est pas Gandhi, hein, c'est pas Mandela. Il va passer un jour en prison parce qu'il y a un de ses amis qui va payer la caution, c'est aux États-Unis. Hein. Avec l'argent, on peut tout, et donc il ne va pas rester très longtemps en prison. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été intéressant de voir comment il aurait réagi en prison. Là, ça aurait été je pense, une épreuve sympathique. C'est lui qui a écrit « La seule place pour un homme libre dans ce pays est en prison ». Est en prison. Voilà. Oui, c'est pour ça. Je regrette qu'il n'ait pas été emprisonné plus longtemps, parce qu'il aurait tenu un journal, ça aurait pu être intéressant. Il n'a pas refusé la caution. C'était pas un Socrate, hein. C'était pas un Socrate. Bon, bref, personne n'est parfait. Et donc, après son expérience solitaire, il va donner des conférences dans toute l'Amérique pour défendre sa vision contestataire de la société. Et donc, ce texte, la désobéissance civile, c'est un discours qu'il va prononcer, qui fera après l'objet d'un texte publié en 1849, qui défend la liberté du citoyen de refuser des ordres injustes, même s'ils émanent du pouvoir en place. C'est-à-dire, voilà, si le pouvoir, même en place, le pouvoir légitimement élu, fait des lois qu'on considère injustes, on peut les y désobéir. Soi-même. Voilà. C'est ce qu'a repris un peu, c'est ce que va reprendre Gandhi, Tolstoï, Gandhi, enfin voilà. Et le mouvement, par exemple, d'Extinction Rébellion aujourd'hui. Donc,
la plupart des jeunes qui sont dans ce mouvement sont pacifistes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un lieu, ils s'assiedent. Bon, c'est une forme de résistance passive pour montrer son mécontentement. Bon, ça fait bouger, hein, parce que il y a quand même, en Angleterre en tout cas, ça a commencé à faire peur, hein, au gouvernement. Bon, pour l'instant, c'est pacifiste, mais on sait que aussi au sein de ces mouvements, il y a quand même des individus beaucoup plus radicaux qui peuvent être violents. Mais, disons, ce texte, hein, de la désobéissance civile a vraiment eu un gros impact. Et voilà, aux États-Unis, en cette période de grand développement, ça a eu quand même son influence. Et aujourd'hui, hein, je dis, il est vraiment grandement cité, à tel point que l'emplacement de sa cabane est devenu un haut lieu touristique. Certains écolos que je ne nommerai pas se sont fait photographier à l'entrée de la cabane de Toro. Non, c'est simplement pour dire qu'il reste une référence par rapport à toute son expérience dans la cabane et sa vision de la désobéissance civile. Alors c'est vrai que si tout le monde désobéit, hein, je rappelle quand même il y a quelques années, Éric Cantona avait dit allez retirer votre argent de la banque, ou quand même ça avait provoqué une panique au gouvernement. Je me rappelle, hein, la ministre de l'époque était montée au créneau en disant surtout, parce qu'on sait à quel point tout ceci est fragile. Et que si même 50% de gens retirent leur argent de la banque, ça fait s'effondrer le système. Donc évidemment, ces mouvements de désobéissance civile, même si on sait, hein, que les banques ont tous leurs paradis fiscaux et font du blanchiment d'argent, et tout le monde le sait, ça, maintenant, hein, aujourd'hui, voilà, on ne va pas forcément retirer son argent de la banque, même si on sait que c'est tout sauf éthique. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on ne peut pas dire « Ah bon, on ne savait pas », puisque toutes les études existent. Donc, voilà, moi je crois que ce type de mouvement est très salutaire, parce que, quand même, ça fait réfléchir sur le côté inique de beaucoup de nos lois et de notre système, qui est qu'on nous fait passer parfois pour ce qu'il n'est pas, pour éthique. Bref, moi je ne prône pas forcément la désobéissance civile, mais quand même des fois on aurait envie. Hein, non. Mais voilà, donc en tout cas, la désobéissance civile, discours qui a fait grand chemin, et qui aujourd'hui, et si on voit aux États-Unis toutes les fractures, hein, qui sont en train de s'opérer, c'est aussi une conséquence quand même de tous ces mouvements. Tous ces mouvements. Qui ne sont pas réjouissants, hein, parce que c'est vrai que si la démocratie vacille, c'est bon pour personne. Mais bon, voilà un peu pour Toro. Donc lisez Walden, ou La vie dans les bois, et après vous cultivez votre champ de haricots, vous tissez votre vêtement. Vous pourrez en avoir plusieurs quand même. Comment il a vécu quand il a fait ces 2 ans? Parce qu'il aurait pu garder sa cabane et son pavillon. Non, c'était une retraite pour vivre un certain nombre de choses. Et après, il a vraiment parcouru les États-Unis pour développer ses idées, enfin pour diffuser ses idées. Et avec succès, puisque même s'il est mort jeune, hein, quand même, il a fait beaucoup de conférences, il allait parler. Et c'est un mouvement de contestation qui a vraiment marqué. On l'a moins importé. Comment ? En France, on l'a moins importé. Ça a pris d'autres formes. Mais nous, on a nos écrivains. Moi, je pense quand même à Zola, hein, Balzac, qui ont été d'extraordinaires peintres des ravages de la société industrielle. Enfin, Germinal, moi, j'en pleure chaque fois que je lis Germinal. C'est bon.
Et il y a eu, par contre, en Europe, les mouvements politiques, hein, le communisme, les mouvements socialistes, Proudhon, anarchistes, tout ça, qui se sont beaucoup plus développés qu'aux États-Unis. Donc, c'est ça qui a pris, disons, la responsabilité de la contestation, plus que de la contestation, enfin, de l'action politique. Non, pas tout. Me dis pas ça en fronçant les sourcils. On sent une contradiction interne. Le même système cérébral qui nous permet de nous rappeler le passé, qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, hein, ça vous avez compris. Donc c'est vraiment une capacité qui gère l'espace, le temps dans toutes les dimensions. Comme il dit, la mémoire épisodique serait donc une facette d'un système beaucoup plus vaste qui comporte deux caractéristiques, se projeter dans le temps et dans l'espace. Et il dit, on ne s'arrête pas là, il y a un troisième voyage sous-tendu par le même système cérébral, ce même réseau cérébral, c'est celui qui nous permet de nous relier d'un esprit à un autre. C'est ce qu'il appelle la theory of mind, la théorie de l'esprit. Bon, ce qui permet on a une aptitude à simuler le fonctionnement mental d'autrui, c'est-à-dire de se représenter l'attention d'autrui, sa distraction. Enfin, c'est une métafonction de projection, en fait, ce qu'il y a dans ces hypothèses. Projection dans l'espace, dans le temps et dans l'esprit, dans l'état d'esprit d'autrui. Et ça, donc c'est une unicité d'un système cérébral sous-jacent qui est découvert, et ça permet l'étude de maladies mentales, maladies mentales, en relation, par exemple, avec la cognition sociale, la relation à l'autre, par exemple, comme l'autisme, où il y a donc certaines perturbations qui expliquent que le rapport à l'autre, peut être altéré, en tout cas différent du fonctionnement. Alors, il donne un exemple, je trouvais ça intéressant, vous connaissez peut-être, ils avaient fait un test, c'est le test qu'ils appellent Anne et Sally, ces deux petites filles. Ces deux petites filles, elles ont chacune une poupée, et elles mettent chacune sa poupée dans une jarre. Donc, il y a deux jarres, chacune met sa poupée dans une jarre. Il y a une petite fille qui sort de la pièce, et pendant ce temps, sa copine change de place là où elle a mis sa poupée, elle la met dans l'autre jarre. La petite fille qui est sortie revient, et on demande aux personnes qui ont vu la scène, à votre avis, la petite fille, elle va rechercher sa poupée dans quel jarre? Et jusqu'à un certain âge, on dit jusqu'à l'âge de 4 ans, il est normal que l'enfant dise « elle va rechercher sa poupée dans la nouvelle jarre », parce qu'on a vu que la poupée avait été transformée, translatée. Parce que nous, on l'a vu, les enfants imaginent que la petite fille qui est sortie aussi le sait. C'est-à-dire il y a une incapacité à distinguer ce que moi je perçois et ce que l'autre a perçu. Donc ça, c'est normal jusqu'à 4 ans. Parce que, il y a un fonctionnement cérébral qui empêche de distinguer les deux phénomènes, le processus. Si ça se poursuit à un âge plus avancé, c'est qu'il y a un dysfonctionnement de la perception de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire de se rendre compte que la petite fille, elle n'était pas là quand on a changé sa poupée de place. Donc elle ne peut pas savoir. Et donc de dire, la petite fille, elle va chercher sa poupée là où elle l'a laissée. Vous voyez, c'est ce genre d'expériences qu'ils font pour aller plus loin dans comment ça se passe, la représentation de soi, la représentation de l'autre, par exemple. Bon, tout ça pour dire, justement, cette theory of mind, c'est-à-dire de rentrer dans l'état d'esprit de l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Et ça, les neurosciences affectives, évidemment, la notion d'empathie, etc., vont beaucoup développer. Et s'il y a des altérations, il peut aussi y avoir cette incapacité
de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, de sentir l'autre. Voilà. Et donc vous voyez, il y a plein d'applications. Alors, ça c'est, je vous ai expliqué un peu Nakache, voilà. Avec les découvertes sur cette mémoire épisodique, ce GPS, donc c'est un grand, vaste système de projection. Après, il y a plein d'autres pistes de recherche et de découverte. Alors, là, je vais vous expliquer deux, trois autres choses. Les autres pistes de découverte. La grande découverte dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'épigénétique. Épigénétique. Et c'est vrai que c'est un aspect récent de la génétique et qui révolutionne complètement nos connaissances. Alors, pour resituer, on dit que dans les années 60, 70, c'était un peu l'époque, on appelle aujourd'hui avec le recul, le tout génétique. Hein, c'est-à-dire que la génétique est issue de la découverte de l'ADN, hein, la double hélice de l'ADN, développe une vision de l'être humain quand même profondément soumise à son code génétique. Réputé inaltérable, non modifiable, donc à la limite on va presque parler du gène de la délinquance, dont on ne peut que subir les choses. Ça c'est la génétique. Alors épigénétique, c'est la nouvelle science, on peut dire du XXIe siècle, parce que c'est quand même assez récent, nous offre des perspectives très différentes. Il n'y a pas de tyrannie des gènes, il y a d'autres facteurs qui interviennent, notamment tous les facteurs qu'on va lier à ce qu'on appelle l'environnement. C'est-à-dire que les gènes sont ce qu'ils sont, mais leur expression concrète est fortement soumise à l'influence de l'environnement cellulaire. Ce n'est pas les gènes en eux-mêmes qui changent, vous voyez, ce que j'ai compris, ce n'est pas les gènes qui changent, c'est leur expression. L'épigénétique étudie l'influence de l'environnement dans lequel vit la cellule dans l'expression des gènes, c'est-à-dire dans la production de protéines par les gènes, puisque les gènes produisent des protéines. Bon, vous ne savez pas ça par cœur, moi j'ai découvert ça, franchement pas mon domaine. Voilà, donc les gènes produisent des protéines et selon l'environnement, ils en produisent ou pas, ou plus. Donc, et l'environnement, c'est très vaste. Hein. C'est pour ça que, par exemple, en matière éducative, aujourd'hui, on parle beaucoup d'épigénétique parce que selon l'environnement, si c'est beau, si c'est coloré, si c'est pas beau, si c'est bienveillant, si ça l'est pas, etc., ça va modifier l'expression des gènes des enfants. Alors ça, c'est quand même une révolution. Donc, et évidemment, quand on parle de gènes et de cellules, ça concerne les neurones, hein, qui sont des cellules. Donc le fait de disposer de certains gènes n'implique pas forcément que ceux-ci produisent les protéines correspondantes. Le gène peut s'exprimer ou au contraire s'occulter. Là aussi c'est comme pour les neurones, hein, repos ou actif, le gène peut produire des protéines ou pas. Hein, il peut être inhibé ou producteur. Ainsi, l'environnement peut activer ou désactiver l'expression des gènes sans modifier le code génétique. C'est-à-dire le code génétique, pour l'instant, il reste fixe, enfin, hein, stable. Hein. Oui, après, on peut le trafiquer, ça c'est autre chose. Elles s'organisent génétiquement modifiées. Mais on est avec un code génétique. Par contre, l'expression de ce code génétique, on pourrait imaginer, je ne sais pas si ça peut exister, mais deux personnes avec le même code génétique et avoir des comportements différents selon l'environnement. Et ce qu'on sait, là je me suis servi de l'article de Jean-Pierre Ludwig sur l'épigénétique qui est dans la revue, la fameuse revue que vous avez eue, certains. Les mécanismes épigénétiques sont réversibles et peuvent parfois se transmettre aux générations suivantes.
Vous voyez, donc là, tout ça est très mouvant. Réversible, c'est-à-dire, bon, ben voilà, ça ne s'inscrit pas forcément dans la grande mémoire, on peut revenir en arrière, mais ça peut aussi se transmettre à des générations suivantes. Et il donne l'exemple, par exemple, de 6 générations de vers, des vers, voilà, 6 générations de vers qui, exposées à une odeur, ont donné naissance sur 40 générations à des individus possédant la mémoire de cette odeur. Donc là, une odeur, c'est bien un environnement. Des générations de rats aussi, qui n'avaient pas reçu de soins maternels à la naissance, sont davantage soumises au stress qui se retrouve aux générations suivantes. C'est-à-dire qu'il y a une transmission. Bon, là, c'est des rats, hein, mais ça se voit aussi au niveau de l'humain. De transmettre comme ça un stress lié à un environnement par exemple malveillant, alors que, c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est que les scénarios se répètent, se rejouent, c'est-à-dire un enfant qui a été maltraité va maltraiter à son tour ses enfants, ou tout au contraire. Bon. Mais c'est aussi, il y a la réversibilité de ces phénomènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Voilà. Ce que veut dire l'épigénétique, en un mot, c'est que il n'y a pas de fatalité, à dire, oh, voilà, moi j'ai tel code génétique, bon, je le subis. Non, parce que l'environnement a une importance fondamentale. Donc, et entre autres, on va dire, pour les êtres humains, c'est d'être dans des environnements humains, d'avoir des amis, d'avoir des relations, et quand on vieillit aussi, surtout de ne pas se renfermer, de ne pas s'isoler, mais de rester ouvert, de rester curieux, de plein de choses. Ça, c'est l'environnement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là, pour vieillir bien. Non, mais voilà, c'est tout ça l'environnement. Le côté transmissible, c'est quand même plus difficile. Voilà, alors, ça, c'est ce qu'on trouve dans une partie de cette revue où il y a un... Parce que cette vision épigénétique, en tout cas pour certains radicaux de l'épigénétique, vient démolir la vision connexionniste de la mémoire. Alors que, ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est ce que certains appellent la vision connexionniste de la mémoire. C'est la mémoire, des connexions, des réseaux, hein, le GPS, bon. Et puis, il y a ceux qui disent, comme le fameux David Glanzman, qui est un Américain, qui dit, bon, tout ça, c'est l'ancien paradigme, ça n'a plus lieu d'être. Le dogme de la mémoire, vous voyez, le dogme de la mémoire en réseau a vécu, place à la mémoire épigénétique. Donc il y a aussi maintenant les ayatollahs de l'épigénétique, comme il y a... Enfin, c'est très violent, hein, on ne se rend pas compte à quel point c'est les luttes entre scientifiques... Ça serait tellement simple d'admettre les deux. Comment ? Ça serait tellement simple d'admettre les deux. Alors voilà, c'est-à-dire, moi je ne crois pas aux visions radicales, c'est comme en physique. Enfin, aujourd'hui, on est en train de, toujours depuis un siècle, on cherche à faire l'unité entre la vision, par exemple, d'Einstein, hein, de la relativité, et la vision quantique. Parce qu'a priori, ça s'oppose. Bon, et il y a plein de chercheurs qui cherchent l'unité qu'il y a derrière. Et probablement, ils sont dans le vrai, puisqu'il n'y a pas de raison de remplacer une vision par une autre. Et donc, là, moi, je pense, je ne connais pas grand-chose, mais je pense qu'il y aurait un moyen... Il y aura sûrement un moyen de relier la vision connexionniste avec l'épigénétique. C'est-à-dire que ces réseaux, ces connexions sont soumises à l'environnement. Enfin, ça me semble pas si compliqué que ça, mais là, vous avez vraiment... Alors, en 2 mots, il dit... il dit, là où on se concentrait sur la mise en réseau des neurones, en fait, et c'est vrai que c'est assez différent, la mémoire serait en fait imprimée à l'intérieur, au cœur du noyau des neurones. Et les marques épigénétiques contrôlent la manière dont la double hélice d'ADN s'exprime et façonne l'état biochimique des neurones.
C'est-à-dire que pour lui, c'est pas simplement une question de connectique, de réseau un peu superficiel, que les choses se jouent vraiment au cœur des neurones. Et que c'est là où se joue la modification due à l'environnement. Et moi, comme ça, vu de l'extérieur, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas, à la limite, concilier les deux. Mais là, oui, c'est-à-dire, il dit, non, il faut changer radicalement de paradigme. Et c'est vrai que la vision dominante aujourd'hui, c'est quand même la vision connexionniste. Enfin, bon, voilà ce que je vous ai expliqué. Et donc, la révolution. Cette mémoire génétique, parce qu'il explique, cette mémoire épigénétique relie tout le vivant, parce que ça se retrouve chez les bactéries, les végétaux, les animaux, l'être humain, et c'est un fonctionnement antérieur à l'apparition des neurones. Alors, il dit un fonctionnement antérieur à l'apparition des neurones. Après, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont arrivés, les neurones. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que, bon, c'est très intéressant, hein. C'est Science et Vie. Il dit, vous voyez, la mémoire, on a découvert les molécules des souvenirs. Et ça va très loin, parce qu'il donne des exemples d'expériences qui ont été faites, où ils ont, dans une seringue, pris justement cette substance à l'intérieur du cœur de certains neurones, donc c'est la molécule de souvenir, et qu'ils ont injecté, pas chez l'humain encore, mais qu'ils ont injecté à un autre individu. Donc vous imaginez les problèmes éthiques aussi, hein, que tout ça pose, parce que là on le fait avec des vers, avec des rats, bon, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle les souvenirs, enfin ça peut donner un élément tout à fait concret et matériel, ce qu'on appelle les souvenirs induits, fabriqués, c'est-à-dire on injecte à quelqu'un un souvenir. Bon, là, comme on disait tout à l'heure, on est dans les systèmes totalitaires, 1984, le meilleur des mondes, où on peut fabriquer... ça, mais aussi le côté positif, et il y a plein d'exemples aussi de choses qui se font déjà en médecine, de restaurer... de restaurer des systèmes abîmés, enfin, c'est comme le transhumanisme, enfin, l'homme augmenté, bon, c'est aussi, voilà. Donc là, ça pose évidemment la finalité, l'éthique, enfin, voilà. Et les comités d'éthique, en général, ils sont en train de courir derrière les recherches qui se font, et ils ne peuvent pas faire beaucoup changer les choses, malheureusement. Enfin, vous savez, il y a eu très longtemps un comité d'éthique. Bon, les conclusions sont quand même assez. Alors, donc ça, c'est. Alors, c'est pas pour discréditer l'épigénétique, hein, attention. Je pense que c'est un vaste domaine dont on va continuer à entendre parler. C'est toute l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Alors, autre piste, hein, bon, c'est une autre piste, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, vous avez peut-être entendu parler? Non. Les neurones miroirs. Ça, c'est extraordinaire. Les neurones miroirs, l'expression a vu le jour en Italie, sous la plume d'un certain Giacomo Rizzolatti. Les Italiens, à la mémoire. Hein. Et donc, ils jouent probablement un rôle dans l'apprentissage de pas mal d'expériences diverses, du langage ou d'autres types d'apprentissage. C'est-à-dire, on a, grâce à certains de ces neurones, qui sont des neurones miroirs, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on apprend, bien sûr, en faisant, mais aussi en regardant faire. On apprend en se mettant mentalement à la place de l'autre. Alors, c'est ça le principe des neurones miroirs. Vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Dès que nous observons le comportement ou le mouvement d'une personne, ces neurones miroirs s'activent immédiatement, exactement comme si nous avions réellement, nous, ce comportement,
ou que nous exécutions ce mouvement. C'est la même zone qui est activée, pour dire les choses très simplement, c'est la même zone qui est activée quand on fait quelque chose ou quand on voit quelqu'un faire quelque chose. C'est pour ça qu'on peut apprendre en voyant faire et pas simplement en faisant. Alors, oui, bien sûr, mais par exemple, je pense à la pédagogie Montessori, où c'est très développé, où on montre à l'enfant qui est attentif, justement, hyper silencieux, attentif, on lui montre un geste, une seule fois, et ensuite l'enfant le refait, autant de fois qu'il le veut. C'est une des règles de la pédagogie Montessori. Bon, il connaissait probablement, Maria Montessori ne connaissait pas les neurones miroirs, mais ça va très loin, c'est-à-dire c'est la même zone qui est activée. Alors, comme ils disent, nous comprenons alors la force, la profondeur émotionnelle, par exemple, qu'engendrent les images, les photos, les films. C'est-à-dire qu'on regarde un film violent, c'est la même zone qui fait tuer quelqu'un dans le film qui est activée dans notre cerveau. C'est comme si nous, on tuait quelqu'un. D'où, évidemment, les applications dans l'éducation. On dit, les écrans, les violences, ce que regardent les gens, les jeunes, les enfants sur leur tablette, est hyper important. Parce que, et c'est aussi toute cette réflexion sur le virtuel. Ah oui, mais dans les jeux vidéo, on tue, mais c'est virtuel, les gens se relèvent. Oui, mais en attendant, a été activé dans le cerveau le fait de tuer quelqu'un. C'est pour ça que pour pas mal d'enfants aujourd'hui, de tuer quelqu'un, ça n'a pas de... C'est totalement banal. Et après, on va dire non, la violence, non, ça n'a pas d'impact. Bon, c'est faux. Bien sûr que ça a un impact. Donc, en fait, les neurones miroirs permettent de comprendre ce phénomène-là, mais aussi, c'est ce qui permet de rentrer en contact avec l'autre. C'est-à-dire l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce que ressent l'autre, etc. Tout ça aussi repose sur les neurones miroirs. Donc, évidemment, ça a un lien avec l'épigénétique, les neurones miroirs, parce qu'on se rend compte à quel point l'environnement dans lequel on est a une influence, mais considérable. Donc c'est pas simplement ce qu'on mange, ce qu'on ingère, c'est aussi l'environnement au sens large dans lequel on évolue. Et pour les enfants, c'est déterminant dans les 5 premières années. Un environnement violent, de maltraitance, ou un environnement d'amour et bienveillant. Voilà. Ça marque l'enfant. Alors, on dit c'est réversible, certes, mais il y a quand même des schémas qui sont bien ancrés après. Vous voyez ? Donc, vous voyez, ça a plein d'applications, tout ça. Alors, là aussi, comme de nombreuses grandes découvertes, le domaine de pertinence des neurones miroirs fait débat. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent tout est neurones miroirs, et d'autres disent tout ça, c'est quand même très relatif. Bon. C'est normal parce que c'est quand même assez récent. Donc, l'imagerie fonctionnelle montre que regarder un film avec des visages heureux, effrayés, maussades, active chez le spectateur les mêmes aires cérébrales, à un moindre degré. Mais voilà, on va voir une comédie, normalement on ressort un peu plus léger, un peu plus heureux. On regarde un film vraiment glauque, on n'a plus beaucoup d'espoir dans l'humanité. C'est normal. Donc après, on dit, en fonction de... Qu'est-ce que je choisis de regarder ? Est-ce que je continue à regarder les nouvelles, avec les psychoses, coronavirus ou autres, ou est-ce que je ne regarde plus les nouvelles ? Non. Bon. Donc ça, c'est une autre piste. Épigénétique, neurones miroirs. Encore une autre piste. Les 3 cerveaux. Les 3 cerveaux. Oui, Yves. Tu as au moins 3 cerveaux. Un secours. Alors,
les découvertes, là aussi, vont très vite. L'intestin. C'est ce qu'il y a dans l'intestin. C'est les microbes. Oui, mais tu vas voir, il y a aussi des neurones dans l'intestin. Donc, on dit que l'intestin, vous savez, c'est des nombreux méandres, circonvolutions, que ça ressemble un peu au cerveau, avec tous les méandres. Combien de neurones? Alors là, les chiffres varient. Entre 200 et 500 millions de neurones. Quand même. Donc c'est beaucoup moins que dans le cerveau, évidemment, la tête, mais quand même, qui tapissent la paroi intestinale. C'est pourquoi l'intestin est parfois appelé le deuxième cerveau. Donc, et ça met aussi en évidence, aujourd'hui on en parle beaucoup, du lien entre la porosité de la paroi intestinale, par exemple, et les neurotransmetteurs. Bon. Donc l'intestin, c'est-à-dire que voilà ce qui se passe dans l'intestin. Donc évidemment, là oui, ce qu'on mange peut avoir un impact, mais aussi, et là c'est vraiment encore toute une découverte, tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui se passe dans le ventre. Quand on a une émotion forte, il y a un coup dans le ventre, bon, c'est pas par hasard. Donc là, il y a tout un domaine d'investigation sur l'intestin. Le cœur, lui aussi, a un système nerveux propre, mais qui est en relation avec, évidemment, le système nerveux du cérébral. Dans le cœur, pour l'instant, on a identifié environ 40 000 neurones. Donc vous voyez, c'est évidemment très peu, mais un réseau de transmetteurs complexe et très serré. Donc, alors là, c'est vraiment, on est au début. Le cœur peut apprendre, se souvenir et prendre des décisions indépendamment du cerveau. Vous savez, là on dit les décisions du cœur. On a découvert récemment qu'avant toute décision du cerveau, quelques millisecondes avant, se produisait une impulsion du cœur en direction du cerveau, et c'est le cœur qui donnait ses instructions au cerveau. Ça veut dire que quand on prend une décision, on dit voilà, j'ai mûrement réfléchi, c'est rationnel, c'est voilà, j'ai pesé le pour, le contre, je décide ça, donc une décision bien rationnelle du cerveau. En fait, celui qui peut-être a manigancé le truc, c'est le cœur. C'est tout récent. Le fait de dire que le cœur a une mémoire propre à court et long terme et envoie davantage d'informations au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Parce que ça peut être aussi dans les deux sens. Le cerveau peut dire au cœur, voilà, ça. Mais il y a plus de relations, semble-t-il, cœur-cerveau que dans le sens inverse. Ça veut dire que nos décisions sont davantage prises par le cœur que par le cerveau. Et ce cœur, c'est encore un mystère. Alors, c'est vraiment intéressant parce que quand on connaît un peu, par exemple, l'Égypte, lors du jugement de la fameuse psychostasie, qu'est-ce qu'on pèse? Le cœur, qui doit être aussi léger que la plume, etc. Pourquoi le cœur? Parce que pour eux, le cœur était le siège de la conscience. Donc ce n'était pas simplement l'organe, oreillette, ventricule, circulation sanguine, mais un organe hyper important, qui est en fait en plus à peu près au milieu, qui a une position centrale par rapport au corps humain. Et donc, voilà, là, ça ouvre un champ énorme de découvertes à faire sur le cœur, les neurones du cœur, et donc tout le système nerveux du cœur. Et par exemple, les rythmes cardiaques, désordonnés par la peur, l'anxiété, le stress, inhibent notre activité cérébrale et nos pensées. Quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a peur, bon,
on sait, hein, le rythme cardiaque change, mais que ça a aussi un effet sur notre capacité de concentration, de pensée, enfin de capacité cérébrale. C'est pour ça que par exemple, dans certaines pratiques de méditation, de pleine conscience et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'arriver à cette cohérence, hein, entre la respiration, le rythme cardiaque, hein, en principe de ralentir. On ralentit la respiration, on ralentit le rythme cardiaque, et c'est aussi pour avoir un effet sur les pensées. Vous voyez? C'est lié, hein, ce qu'on appelle arriver à une sorte de cohérence cardiaque. Donc, ça veut dire que, en plus de toute la complexité du cerveau qu'on a là, il va falloir étudier le cerveau intestinal, le cerveau du cœur. Et que tout ça, évidemment, est en relation. Il faudra trouver le chef. Et peut-être il n'y en a pas. Et peut-être il n'y en a pas, parce que, voilà, ça dépend aussi, si on en croit l'épigénétique, de l'environnement, etc. C'est différent en fonction des circonstances. Les circonstances, l'environnement, ouais. Bon. Et donc ces trois cerveaux développent une mémoire, voilà, donc le cœur aussi a sa mémoire, l'intestin a sa mémoire. Enfin, vous voyez, c'est une autre piste. Alors, il y a les spécialistes, voilà, qui maintenant travaillent sur l'intestin, ça développe vraiment plein de... On ne peut pas s'ennuyer avec tout ça. Alors, quoi d'autre? Les neurosciences affectives. Là, on a surtout parlé des neurosciences cognitives, avec les hippocampes, etc., les stades de l'apprentissage, les connaissances, les souvenirs. Mais il y a aussi les neurosciences affectives. Par exemple, Catherine Guéguen, vous avez peut-être entendu parler, a écrit sur neurosciences affectives. Là, c'est le rôle prédominant des émotions. Et là, oui, de l'amygdale, des amygdales, qui sont la sorte de balance émotionnelle. Là, il y a beaucoup d'applications de cela, pour l'instant, dans l'éducation, en pédagogie. Pour comprendre que le cerveau d'un enfant n'est pas le même que le cerveau d'un adulte, et donc il est en train de se construire avec des connexions neuronales qui se consolident, d'autres qui sont abandonnées, et que le rôle des émotions est hyper important. Et que parfois, on ne comprend pas qu'un enfant pleure, crie en disant arrête tes caprices, alors qu'en fait, il n'a pas l'outil pour ne pas être submergé par une émotion, et le fait de crier, de pleurer, de taper des pieds, et sa manière de dire il y a un problème. Et que souvent, dans l'éducation, on ne le comprend pas. Bon, maintenant on ne donne plus de fessées, mais une petite, et ça repart. Bon, ça, les neurosciences affectives développent tout un ensemble de recherches, il y a une violence éducative non volontaire, mais qui est quand même très importante, et de laquelle il faut vraiment se débarrasser. D'où la notion qu'on trouve beaucoup dans ce domaine de bienveillance, qui est souvent mal compris, parce qu'on pense que la bienveillance, c'est vouloir... du laxisme, hein, laisser tout faire, tout dire, ce qui n'est pas du tout ça. C'est bienveillance et exigence. Donc, mais dans un environnement émotionnel qui accepte l'enfant tel qu'il est, et l'expression de ses émotions tel qu'il peut le faire, avec des moyens qui ne sont pas les moyens de l'adulte. Vous voyez ? Et donc, l'environnement émotif, ou émotionnel dans lequel l'enfant va apprendre est évidemment très important. Hein, ça, c'est un peu l'article que j'ai écrit dans la revue, c'est-à-dire dans toutes ces pédagogies alternatives, que ce soit Montessori, Freinet, Steiner ou d'autres, il y a une très grande attention accordée à l'environnement, à la beauté de l'environnement, à l'esthétique. Ça, chez Montessori, il faut que les choses soient belles,
avec des belles couleurs, que les objets que les enfants manipulent soient en bois, soient pas en plastique, soient beaux. Voilà. L'environnement est très important. Le rôle de l'enseignant ou de l'éducateur aussi. On ne crie pas après l'enfant, on ne gronde pas l'enfant, on ne punit pas l'enfant. Pour placer l'enfant dans les meilleures conditions d'apprentissage, parce que le côté émotionnel est essentiel dans l'apprentissage. Mais on apprend aussi les mêmes enseignants, mais autrement. Il n'y a pas non plus, ça m'avait frappé à Montessori, on ne punit pas, mais on ne récompense pas non plus. Dans le sens de dire, oh c'est super ce que l'enfant a fait, on va te faire un cadeau, et on en rajoute. C'est pas bon parce que ça éduque l'enfant dans le fait de faire des choses par rapport à l'attente qu'il pense que l'adulte a de lui. Et que s'il y a les neurones miroirs, l'adulte veut telle réponse, on va la lui donner. Et donc, il y a plein de gestes qu'on fait aussi en croyant bien faire. Hein. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais qui sont terrifiants pour l'autonomie du futur adulte. Donc, il y a du boulot. Hein. Ton stage de mon stage. Non, mais je veux dire, c'est les applications, vous voyez, médicales, éducatives, sociétales, enfin bon, tout ça, c'est énorme. La notion de plasticité cérébrale, bien sûr. Bon, ça c'est une autre piste, on l'a déjà un petit peu vu, c'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs types de plasticité cérébrale, c'est pareil. On révolutionne aussi la manière de voir le cortex, qui est une sorte de peau, comme il l'explique bien Nakache aussi, de peau, comme une écorce, mais avec plusieurs couches, et que c'est dans les couches les plus superficielles que se passe le plus de choses, et pas dans les profondeurs du cerveau. Enfin, il y a aussi une révolution sur la notion de cortex, de zone cérébrale. Bon, cette notion de plasticité cérébrale, aussi on dit qu'elle est très importante chez l'enfant et qu'elle décroît quand même un peu avec l'âge, même si elle continue à être là. Ça va ? Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Alors je voulais finir par vous raconter 3 petites histoires. 3 petites histoires amusantes que j'ai pas inventées, mais j'ai trouvé là. 3 histoires qui défient la mémoire. C'est pour vous montrer le type d'énigmes sur lesquelles ils sont en train de travailler. Tous ces gens. Le cas de la chenille qui mue. Vous savez, le papillon. Hein? Quand la chenille devient papillon, lors du processus de métamorphose, les connexions synaptiques sont entièrement reconfigurées. Pourtant, des expériences montrent qu'un papillon peut faire preuve, lorsqu'il sort de sa chrysalide, d'un goût marqué pour certaines feuilles précises, dont il a découvert la saveur à l'état de larve. C'est-à-dire, même si les connexions synaptiques sont complètement reconfigurées, il y a la mémoire de la bonne feuille, quoi. Hein? Idem chez la mouche. Par exemple, la mémoire de ces larves transmet à leur forme adulte la peur d'une odeur associée à un choc électrique. La neuroépigénétique explique très bien ce type d'observation. Donc, pour dire qu'il y a vraiment des éléments qui nous échappent encore. Là, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu toute la polémique, la mémoire de l'eau, vous vous rappelez, hein, avec le professeur Benveniste qui a été éjecté parce qu'il disait des choses tout à fait... bon, ça fait partie du quotidien, quoi, des phénomènes de mémoire qu'on ne s'explique pas. Le cas de l'écureuil qui hiberne, c'est mignon plutôt. Les écureuils terrestres arctiques hibernent jusqu'à 9 mois. Les connexions entre leurs neurones se rétractent alors significativement, y compris dans les régions liées à la mémoire à long terme. Pourtant, au
réveil, l'animal n'a ni perdu le souvenir de son clan, ni celui des petits exercices dans un labyrinthe appris avant l'hiver, sous la houlette des scientifiques. À croire là encore que les souvenirs ne sont pas stockés dans le réseau de neurones. Il se rappelle de plein de choses, alors que, là aussi, le cas du ver décapité. Ça, c'est rigolo. Le cas du ver décapité. Couper, alors ça, bon, voilà, couper la tête, on dirait une recette de cuisine, couper la tête d'un planaire. Je pense que c'est un planaire, c'est un ver plat, hein, ça doit être ça. La tête d'un planaire, et il lui en pousse une nouvelle avec un cerveau tout neuf. Vous savez, un ver, un coupe, et ça se reconstitue. Mais c'est un autre cerveau. Parce que le ver a un cerveau aussi. Dès les années 1960, le biologiste Jesse McConnell souhaite valider sur cet organisme la théorie de Hebb sur la plasticité synaptique comme support de la mémoire à long terme. Lors de sessions d'apprentissage, les vers reçoivent un flash de lumière suivi d'un choc électrique. Ils retiennent vite la leçon et fuient désormais au moindre flash lumineux. Puis, il leur coupe la tête et attend quelques semaines sa régénération. Et là, surprise, la mémoire du choc n'a pas disparu. Mais où était-elle donc stockée? Eh bien oui, il faut faire une théorie. L'intestin du ver planaire. Vous voyez? Ça, c'est le genre d'énigmes de recherche qui sont en train d'être faites. Évidemment, beaucoup d'expériences sur des animaux, mais évidemment, voilà, on peut imaginer que ce soit un jour transposé. Donc, même si, comme disait Tintin en Chine, Lao Tse disait on va te couper la tête. Même si on nous coupe la tête, peut-être que si jamais elle se reconstitue, elle aura la mémoire de tout. Non, ça c'est pour les vers. Les vers décapités. Ouais, je suis pas sûre. Non. Ils sont parvenus. Bon. Donc vous voyez, il y a aussi cette idée, comme on disait tout à l'heure à la pause, que dans le cas par exemple de zones ou de zones cérébrales lésées, abîmées ou carrément inexistantes, il y a d'autres zones qui peuvent prendre le relais. Ça, on le sait, par exemple, dans le cas des malvoyants. Enfin, voilà, il y a d'autres sens qui prennent le relais. Il y a d'autres zones qui s'activent, qui ne s'activeraient pas autrement, pour prendre le rôle de la zone endommagée. Enfin, il y a des choses comme ça. Ça fait partie de la plasticité. Truc endommagé, hop, on prend le relais. Mais pas dans tous les cas, évidemment. Mais il y a aussi cet exemple-là, qui est très réconfortant. Juste une petite question, je me demandais si chez les enfants, la mémoire du cœur ne serait pas prédominante. C'est une question. Oui. Qui n'ont pas encore toutes les connaissances. Oui. Ça fait partie des... Moi, je crois que sur le cœur, là, vraiment, on ne connaît rien. Quoi. Enfin, vraiment, on balbutie. Hein. Et les intestins, pareil. Hein. C'est pour ça, il faut toujours se méfier des positions, de mon point de vue, assez radicales, assez dogmatiques. Dire, l'intestin, c'est le premier cerveau, voilà. C'est tout ça, et vous voyez, c'est merveilleux en même temps. Hein. Oui. C'est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on sait peu de choses, parce que je crois qu'on sait encore peu de choses, il peut y avoir des applications immédiates quand même, dans le domaine de l'éducation, c'est évident, dans le domaine médical, sans attendre de tout savoir. Bon, ça va ? Ça a tenu les cerveaux ? La puissance, c'est une force orientée par une intention, par une volonté. C'est là où l'être humain rentre en ligne de compte. Parce qu'on dit, Nietzsche, c'est le déclenchement des forces de l'instinct, de la nature, de l'élément, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de...
Faut jamais oublier qu'avant de devenir fou, le dernier geste qu'il a fait, c'était d'embrasser un cheval, de le protéger face à un cocher qui était en train de le frapper, ce pauvre cheval. C'est étonnant, non? Dans l'image qu'on a de Nietzsche, c'est un être extrêmement sensible, un artiste, un être extrêmement sensible, un amoureux. Nietzsche, c'est pas du tout cette espèce de surhomme froid ou autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ni dans sa philosophie, ni dans ce qu'il exprime. Il faut une volonté qui oriente la force. Il faut une intention humaine qui permette de faire d'une force aveugle une puissance créatrice, humaine, harmonieuse, une musique, une danse. Donc, la puissance va être un pouvoir d'action transformatrice, réalisatrice. Cette puissance, c'est une capacité de faire ressortir du chaos des valeurs nouvelles, du sens, de la qualité. C'est un concept victorieux de la force. C'est un vouloir interne qui se transforme dans l'extériorité par